cabalistique de la Rose-Croix de Guaita en France, c'est la création de la Rose-Croix en Allemagne par Hartmann, etc., etc. Il fait pas mal de choses. Ce qui est très intéressant avec ces trois groupes, c'est que dans aucun des trois, on ne sait à peu près d'où ils ont tiré leur tradition. Tous ont créé une jolie histoire romanesque, type Prioré de Sion, pour nous l'expliquer. Par exemple, dans la Golden Dawn, on nous cite un personnage de Anna Sprengel, grande initiée en Allemagne, qui lui aurait transmis des informations. Sauf qu'on ne sait pas du tout si ce personnage existe vraiment. Pour Guaita, on n'en sait absolument rien. Certains ont proposé que c'était Adrien Péladan qui l'aurait initié, sans pouvoir faire d'affirmation aucune. Et ça serait intéressant, ça nous ramènerait à Toulouse. Bon, la porte est ouverte, mais sans certitude. Alors, un dernier élément que les adeptes des cénacles ésotériques cherchent, c'est le tombeau perdu, la tombe perdue, ou en fait la tradition. Les francs-maçons appellent ça la parole perdue. Les rosicruciens parlent du tombeau de Christian Rosenkreuz ou d'autres personnages, mais dans les deux cas, il ne s'agit pas forcément d'un lieu physique, il s'agit de quelque chose de symbolique. Chez les francs-maçons, le tombeau, c'est l'initié lui-même qui va vivre la mort symbolique et le réveil symbolique. Il ne s'agit pas d'une tombe extérieure, il ne s'agit pas d'un lieu extérieur. Pour les rosicruciens, c'est à peu près différent, mais l'idée est néanmoins la même. Il s'agit d'une mort symbolique, il faut retrouver le tombeau. Mourir pour renaître, toujours pareil. Maintenant, si on prend la période Plantard, lui aussi, dans sa proposition, recherche la tradition primordiale chrétienne. L'ordre de l'Alpha Galate, les anciens chevaliers druidiques des temps anciens qui en fait étaient des chrétiens. La tradition perdue. Lui aussi, il veut le grand monarque. Il lit tout ça, un secret historique de nature généalogique, pour tenter de remettre l'axe du monde, l'élément qui connecte le monde temporel au monde spirituel. Lui aussi utilise plus ou moins le cycle de 108 ans. Ben oui, le prieuré de Sion est créé officiellement en 1956. Et qu'est-ce qu'il y a 108 ans avant? C'est la fin du règne de Louis-Philippe. C'est la fin du dernier roi de France, en réalité. Peut-être une curiosité. Et il recherche l'Arcadie, la résurrection, le tombeau. Mais rappelez-vous, Pierre Plantard, lui, il a besoin de matérialiser dans le réel. Il ne peut pas se contenter simplement d'un aspect symbolique. Tout comme l'Atlantide doit exister physiquement, ou l'Agartha, ou ces anciens sanctuaires des temps passés. Et bien de la même façon, quand il recherche son Arcadie, il ne la recherche pas que via le rituel et l'expérience mystique, il la cherche dans le réel. Donc, un lieu physique. Ce lieu physique est tombé sur Rennes-le-Château. Maintenant, pourquoi Rennes-le-Château? Ce n'est pas les documents, possiblement trouvés par Saunière, possiblement récupérés par Plantard, qui conduisent à Rennes-le-Château. Objectivement, si vous prenez des documents, des textes anciens, je vous prends l'exemple le Corpus Hermeticum dans l'hermétisme, je n'ai pas besoin d'aller au Caire ou à Alexandrie pour étudier le Corpus Hermeticum, je peux le faire de mon bureau chez moi. Donc un document s'étudie partout. Si on a besoin d'aller sur le terrain, c'est qu'on cherche quelque chose de physique, on est bien d'accord. Donc, on a l'idée d'un tombeau, d'une crypte, d'un temple, ou de quelque chose physiquement sur le terrain. C'est ça qui conduit Plantard sur le terrain, ici. Néanmoins, il y a trois hypothèses. L'hypothèse numéro 1, c'est l'opportunité de l'énigme saunière. Ah oui, vous avez tout d'un coup Pierre Plantard, qui construit son mythe symbolique, et qui du coup veut le concrétiser dans le réel, et qui tout d'un coup apprend l'histoire d'une chasse au trésor qui a lieu dans le sud de la France, lieu un peu mystique, ancienne terre des Cathares, etc., et qui tout d'un coup disent « c'est le bon filon ici, beaucoup mieux que Gisors, plus efficace encore ». L'hypothèse 1, c'est tout simplement l'opportunisme d'une situation historique. Il y a l'hypothèse 2. L'hypothèse 2, c'est la possession de documents sur RLC et sur RN-les-Bains par Pierre Plantard. Ce qui conduit à un lieu précis, précisons-le. Ça veut dire que Plantard aurait eu des documents qui lui disent c'est ici, à cet endroit. Il y a des éléments qui tendent à aller vers ça. Le premier, c'est le fait que Plantard va quand même avoir une masse de connaissances et d'informations sur l'affaire de Rennes dès le départ. Notamment sur la langue celtique, notamment sur tout un tas de personnages. Il faut des années pour acquérir toutes ces informations. Or, soit Pierre Plantard
a travaillé extrêmement vite entre, on va dire, les années 60 et 65, au moment où il dépose des documents, ou alors soit il était dessus depuis bien longtemps, avant, via des documents, via des cénacles ésotériques avec lesquels il était en contact, et qui possiblement, eux, auraient eu déjà connaissance de notre affaire de la Belle Époque dans le Razès. L'hypothèse 2 a donc ma préférence sur la 1. Mes préférences n'est pas un fait, vous l'aurez compris. Néanmoins, il y a une hypothèse 3. C'est l'existence d'un tombeau mythique dans le sud-ouest pyrénéen, donc un lieu imprécis. Sous-entendu, des traditions dans des cénacles occultes nous diraient, c'est au niveau du timing, je me dépêche. Oui, je suis dans le créneau, on va faire vite. Donc, on aurait un lieu mythique dans le sud-ouest pyrénéen, et en effet, il y a pas mal de légendes dans le sud-ouest pyrénéen qui nous diraient, ici on avait un temple Isiaque, les anciens sanctuaires de Pyrène, la ville disparue de Pyrène, ou pourquoi pas tout un tas d'autres choses. Les mythes rosicruciens toulousains en parlaient déjà, dans l'absolu. Mais on ne parlait pas spécifiquement de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, tout ça. On parlait simplement du secteur, au sens extrêmement large. Il est possible que Plantard ne savait pas où c'était. Et en faisant sa jolie histoire, il a lancé des centaines et des centaines d'individus à la recherche du lieu. C'est l'hypothèse 3. Je ne peux pas trancher entre ces trois hypothèses. À titre personnel, ma préférence, c'est la 2. Mais sans aucune affirmation. La question maintenant qui doit nous intéresser, c'est le tombeau, la tombe, le temple ou quoi que ce soit d'autre, existe-t-il au sens physique? De la même façon, on a trois hypothèses. La première, c'est que le tombeau et le temple soient tout à fait réels et pragmatiques. Dans ce cas, ça voudrait dire que Plantard le connaissait ou le supposait. Ça voudrait dire possiblement que, pourquoi pas, l'abbé Goudet nous aurait codé un cheminement pour y aller, etc., etc. L'hypothèse 2, c'est que le tombeau ou le temple est en réalité uniquement symbolique. C'est en fait ce que nous dit Goudet, d'une certaine façon. Il parle d'un lieu imaginaire tout autour de nous. La question, c'est, Plantard le voyait-il comme un lieu symbolique, comme un lieu physique, ou un peu les deux? Et l'hypothèse numéro 3, qui a ma préférence, c'est que Plantard ne le savait pas lui-même. Il hypothétiser l'existence d'un temple physique sans en avoir la certitude absolue. Évidemment, impossible de trancher. Alors, maintenant, on revient à l'abbé Goudet.